Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce hors-série du podcast Passion médiéviste, organisé dans un cadre très particulier puisque nous sommes à Angoulême pour l'édition 2025 du Festival du film court, Festival international du film court, avec un public de folie. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de la représentation du Moyen-Âge au cinéma. Et j'ai à mes côtés deux invités, mais particulièrement talentueux et pertinents sur la question, parce que j'ai d'abord tout à côté François, le réalisateur et scénariste François Prodromides. Donc vous avez notamment réalisé en 2017 le film court Dernière nouvelle du monde, qui a été projeté juste avant que l'on enregistre aujourd'hui. Mais j'ai aussi juste à côté de moi l'historien Johan Chanoir, donc qui est chargé de conférences à Sciences Po et chercheur associé au CRH à l'EHESS, c'est ça, j'ai bien tout dit ? Tout à fait. Et donc qui a soutenu en 2020 une thèse sur le sujet « Châteaux médiévaux au cinéma entre imaginaire et historicité des lendemains d'Hastings à la Diète de Worms ». Alors je signale aussi que nous avons regardé donc juste avant le film Childéric, les nerfs de la guerre, donc réalisé par des étudiantes de l'école des Gobelins en 2023 et qui se trouve très facilement sur internet. Donc si vous êtes curieux et curieuse, on va en parler, mais vous pouvez le voir aussi donc pour le voir. Et donc déjà première question pour commencer, donc pour notre réalisateur. Alors je sais que ça commence un petit peu à remonter parce que le film donc Dernière nouvelle du monde est sorti en 2017. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire ce film et pourquoi traiter ce sujet donc en plein dans le Moyen-Âge ? Alors c'est vrai que pour un premier film de fiction, je ne me suis pas facilité la tâche. C'est ce qu'on m'a dit à l'époque avec un film d'époque. Il y a plusieurs raisons à ce film ou plusieurs raisons qui m'ont amené à penser à ce film. D'abord, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, hein, donc je l'ai réalisé en 2017, mais l'écriture a été longue et a pris plusieurs années. Au départ, le film s'appelait Révolution et non pas Dernière nouvelle du monde. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que je m'interrogeais beaucoup à l'époque sur ce terme qu'on utilisait de révolution numérique en particulier, et qu'on était en train de vivre une sorte de bascule importante dans la façon de transmettre, communiquer, etc. Et je me disais, tiens, mais après tout, une révolution, on en a déjà connu une, enfin en tout cas, oui, dans l'histoire, on en a déjà connu une un peu du même ordre, qui a été la révolution de l'imprimerie. Et puis, de fil en aiguille, à un moment, je me suis dit, tiens, mais finalement, les moines copistes qui ont passé des siècles à écrire et à copier des manuscrits, comment est-ce qu'ils ont vécu à l'époque l'arrivée de l'imprimerie ? Bon, c'était une question un peu naïve. Et donc, voilà, c'est parti de là. Et puis, d'une autre chose un petit peu plus anecdotique aussi, c'est que j'avais vu à l'époque une exposition qui s'appelait 1500. Il était exposé des manuscrits avant et après l'imprimerie, juste avant et juste après l'imprimerie. Et en les regardant de près, il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé et ému en même temps, c'est que dans les manuscrits d'avant l'imprimerie, on voyait, sous les mots, on voyait les très fines traces rouges des copistes qui, pour écrire droit, faisaient des traces rouges, comme on le voit au début du film, là, comme des écoliers hein, qui faisaient des lignes pour écrire droit. Et puis après l'imprimerie, ces traces avaient disparu. Voilà. Et je me suis dit, bah oui, mais ça c'est un détail, mais qui montre la disparition d'un monde, en fait, la fin d'un monde. Et puis c'est parti voilà, de là aussi. Et donc, une fois que vous avez votre sujet, votre idée de sujet, comment ça s'est passé pour faire les recherches ? Est-ce que éventuellement vous avez demandé à des historiens, des historiennes ? Alors, j'ai pas demandé à des historiens, par contre, j'ai beaucoup lu, à la fois sur le sujet, à la fois sur le Moyen-Âge, sur la question des textes, de l'imprimerie. Donc, je me suis quand même beaucoup documenté, mais je dirais que voilà, je suis devenu une sorte d'auto-conseiller, si je puis dire, historique, mais j'ai précisément beaucoup lu pour à un moment oublier ce que j'avais lu d'une certaine façon. C'est-à-dire que je voulais m'imprégner
comme je fais souvent quand je fais un film, c'est-à-dire que je lis énormément, effectivement, je m'informe énormément, et puis à un moment, je laisse tout tomber, j'oublie, et je laisse travailler l'imaginaire. Voilà, et j'essaye d'être à peu près exact sur un certain nombre de choses, sur un minimum, je dirais, une sorte de minimal syndical historique, mais c'est vrai que après, je ne suis pas allé consulter des historiens ou des conseillers. Johan Chanor, vous me racontiez justement, avant qu'on enregistre aujourd'hui, que bon, parfois sur des films, on demande leur avis à des historiens et historiennes, on les écoute, mais parfois non, pas forcément. Il me semble que vous, donc en tout cas, on vous a sollicité pour un film ? Oui, tout à fait. C'était un film pour, on va dire, le service public, France 3. Donc un film sur le chevalier Gauvin, qui est un mythe littéraire très important dans l'histoire du Moyen-Âge et dans son imaginaire. Donc on a passé des heures, véritablement des heures de dialogue avec quelqu'un de très intéressant d'ailleurs, qui avait une vraie culture du cinéma. Bon, même s'il avait fait auparavant que des publicités, dont une publicité pour Ben & Nuts. Bon, après, il faut bien vivre. Ça balance les noms comme ça et tout. Tout à fait. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir le film, qui est quand même passé en deuxième partie de programme sur France 3, donc ce qui n'est pas rien. Et en fait, à part une chose, tout ce qu'on avait évoqué avait disparu. Donc ça veut dire qu'ils avaient juste changé tout en disant non, bah, ça sera plus, ça convenait pas. Alors c'est plus compliqué que ça, parce que bon, François le dira mieux que moi, le langage du cinéma n'est pas le langage de l'historien. Ce sont deux mondes qui parfois coexistent, se pénètrent rarement. Et puis le cahier des charges d'un historien n'est pas le cahier des charges d'un réalisateur ou d'un scénariste. Je vais vous donner un simple exemple. La seule chose qu'il a gardée, c'est ce que François n'a pas fait. Et d'ailleurs, c'est vraiment une trouvaille visuelle de sa part. C'est dans tous les films sur le Moyen-Âge, dans tous les films, sauf celui de François, on voit toujours le château de loin. Et dans le dessin animé qu'on a vu, le film d'animation, la première scène, on voit le château de loin. Dans tous les films sur le Moyen-Âge, bon, dans ma thèse, il y en a plus de 450, à chaque fois, c'est comme ça. Et la seule chose qui a été conservée dans ce film, c'est ça. On voit le chevalier qui arrive, le château est de loin. François, lui, il a une idée tout à fait intéressante et même géniale, parce qu'en fait, il nous montre le château, il nous montre la signature visuelle de ce qu'est un château médiéval pour nous qui faisons du cinéma, sans le montrer. C'est génial. Et le passage dans l'eau, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Mais oui, là, sur la question des conseillers historiques, en fait aussi, même sur, finalement, est-ce que alors, ça va être un peu la question à dissertation, prenez 2 copies doubles, ça va bien se passer. Mais est-ce que finalement, avec le cinéma, le Moyen-Âge est plus un enjeu de vraisemblance ou vraiment de réalité historique ? Alors, je dirais qu'en fait, c'est pas vraiment la question qu'on se pose. La question, parce qu'un film n'a pas vocation à être réaliste. À part si vous faites un documentaire, là, ok, d'accord, vous allez chercher à être plus proche de la réalité, vous avez des images d'archives. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de film. Même si on considère que, oui, la tapisserie de Bayeux, c'est le premier dessin animé de l'histoire mondiale. Il y a même une thèse qui a été soutenue en Sorbonne là-dessus, très bien faite d'ailleurs. Mais voilà, donc le réalisateur, le scénariste, tous les deux, ils ont le droit de bâtir leur propre univers, parce que de toute façon, c'est pas l'enjeu. Et puis, ce que je sais, moi, aujourd'hui, du Moyen-Âge, comme disait un de mes professeurs, Jacques Le Goff, demain, ça sera faux. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'historien du cinéma, c'est le regard que propose à un instant T un film sur le Moyen-Âge et ce que cela en dit, en fait. Sinon, la question des relations, il y a plusieurs histoires. Je ne sais pas si on parle tout de suite du nom de la rose. On peut le garder pour juste après, encore. Donc après la fin, donc je ne spoil pas, je ne dis rien. Non, mais j'avais aussi une question pour toi, François, pour vous, voilà. Hop, on se tutoie. Donc, ce n'est pas le seul film historique que tu as réalisé et auquel tu as participé, parce qu'on peut citer aussi le long métrage La Papesse Jeanne, donc en 2017, comme quoi 2017 était l'année du Moyen-Âge pour toi. Mais aussi, et ce qui m'intéresse, c'est que plus récemment, tu as participé à beaucoup de documentaires historiques, alors notamment En guerre pour l'Algérie, Sigmund Freud, Clémenceau dans le jardin de Monet. Et donc là, on voit qu'on est un peu loin du Moyen-Âge, on s'est un peu éloigné avec plus de 19e, 20e. Et donc là, ma question, c'était quelle différence de traitement tu fais entre les différents genres au niveau de la préparation et de la réalisation, finalement, entre le film historique et le documentaire historique ? Alors, c'est sûr que quand c'est un documentaire, c'est un petit peu différent. En même temps, je dirais que le principe pour moi est le même, c'est-à-dire que je m'informe énormément, je lis beaucoup. Je trouve que c'est important pour revenir sur la question du conseiller. Par exemple, moi, effectivement, là, même sur ce film, je n'avais pas fait venir un conseiller, mais c'est encore moins pour, qu'il soit une sorte de caution, et puis pour dire finalement, je m'en fous de ce qu'on s'est raconté et je fais ce que je veux. Je trouve que c'est important
même quand il y a un travail d'élaboration imaginaire, ou de fiction. Et dans le documentaire, il y a aussi un travail d'élaboration d'une certaine façon, parce que ça devient quand même un récit. Le point commun, c'est que ça peut devenir un récit, une narration. C'est important d'avoir un souci, de faire l'effort, je dirais, de faire l'effort de se confronter à la matière historique, avec la question de l'exactitude, de la véracité, etc. Même si on sait qu'évidemment, on ne cherche pas forcément, en tout cas moi, c'est pas mon cas, une sorte de reproduction, de reconstitution, en tout cas exacte de l'histoire. Mais de faire cet effort-là, précisément parce que c'est en faisant cet effort-là qu'on ouvre un autre espace après, qui est celui de l'imaginaire et du regard spécifique et singulier qu'on peut avoir sur une époque, je trouve que c'est important de le faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et après, sur la question documentaire, je dirais qu'effectivement, oui, c'est une narration. Alors, après, selon les époques, c'est différent. Par exemple, dans les documentaires que j'ai faits sur Monet et Clemenceau, ou récemment sur l'histoire d'un village abandonné à la fin du 19e qui a été vendu à l'État. Chaudin, c'est ça ? Chaudin. D'abord, la différence fondamentale, c'est qu'on a des archives. On a des archives photographiques, après 95, on a des archives filmiques, souvent. On a peut-être plus de documents, effectivement, donc on est plus documenté. Enfin, plus documenté, pas forcément, je m'avance un peu, mais en tout cas, on a ces archives visuelles. Donc ça, effectivement, c'est une grande différence. Le fait d'avoir l'archive visuelle, ça induit évidemment de réfléchir un petit peu différemment que pour ce qui concerne le Moyen-Âge ou des époques où on n'a pas ces archives visuelles, même si on peut considérer que des enluminures, par exemple, sont des archives visuelles, et je les ai un peu considérées comme ça, je les ai plus considérées comme je dirais des archives psychiques. Des traces d'imaginaire. Oui, des traces d'imaginaire, comme une sorte d'inconscient médiéval que j'ai essayé de faire jouer dans le film là, qu'on a vu tout à l'heure. Oui, on en voit pas mal effectivement dans le film. Alors tiens, justement pour rester sur ce côté temporalité, dans les deux courts-métrages là qu'on a vus, il se passe plutôt à la fin du Moyen-Âge. Peut-être Johan Chanoir, est-ce qu'on peut dire que c'est une période qui est un peu plus facile à représenter parce que bon, au Moyen-Âge, on est sur 1000 ans. Là, on voit qu'en fait, nos deux courts-métrages se passent plutôt au XVe siècle. Alors, de toute façon, c'est un trope du cinéma médiévaliste, parce qu'on ne parle pas du cinéma sur le Moyen-Âge, du cinéma médiéval. On parle du cinéma médiévaliste au sens où on reconstruit le Moyen-Âge après la fin du Moyen-Âge. Alors, la plupart des films sont sur le XIVe, XVe siècle. C'est un fait, depuis très très longtemps. Même au début, ce qu'on appelle le premier cinéma, parce que le cinéma n'a jamais été muet, ce sont des films sur un Moyen-Âge, on va dire, un peu tardif. Et il y a très très peu de films sur le haut Moyen-Âge. Par exemple, il n'y a aucun film à ma connaissance sur Clovis, qui est pourtant un personnage clé de l'histoire de France, enfin de l'histoire de ce qu'est devenu la France. Un personnage assez important parce qu'il est tiraillé politiquement. Et il n'y a aucun film dessus. Il y a très très peu de films sur les Mérovingiens. Alors qu'il y aurait tellement de choses à dire sur les Mérovingiens. Il y en a un très mauvais, c'est le roi d'Agobert avec Coluche. Si vous pouvez vous en abstenir, faites-le parce que vous gagnerez du temps. Alors que les luttes familiales et politiques mérovingiennes, mais c'est Game of Thrones en mieux. C'est vachement chouette. Ouais, mais ça n'imprime pas la pellicule. Alors, est-ce qu'il est plus simple ? Il y a une femme traînée par les cheveux, par un cheval quand même, dans l'histoire des Mérovingiens. Là, on tient un scénar. Peut-être pour une série plutôt, justement. Oui, pour une série, effectivement. Ouais. Alors, après, pourquoi ? Est-ce qu'il est plus facile de reconstituer la société du XIVe et du XVe que la société du 8e ou du 6e ? Aujourd'hui, depuis quelques années, on va dire depuis le début du XXIe siècle, on assiste à ce qu'on appelle une éclosion de ce qu'on pourrait appeler des péplums pré-médiévaux. Par exemple, le roi Arthur de Fuqua, etc. Il y a toute une série de films en fait, qui se passent à un effet de seuil. On n'est plus dans l'Antiquité, mais on n'est pas encore dans le Moyen-Âge. Donc ça prouve techniquement qu'il n'y a pas véritablement de souci d'irriement pour reconstruire la société du haut Moyen-Âge. Pourquoi ne le fait-on pas ? Parce qu'en fait, les équipes de cinéma, même s'ils ont des conseillers historiques de qualité, leur première chose qu'ils vont faire, c'est aller dans les musées. Et dans les musées, il y a plein de choses du XIVe, du XVe, comme par exemple les armures. On trouve toujours des très belles armures, dans les films aussi, mais la plupart, je dirais presque comme ça, à vue de nez, 90% des armures qui sont conservées dans les musées sont des armures d'apparat, non destinées à être portées. C'est-à-dire que d'emblée, vous avez une image fausse du Moyen-Âge. Et c'est un effet de source, en quelque sorte. C'est parce qu'en fait, on a plus de sources sur le Moyen-Âge du XIVe, du XVe siècle. On a très peu de sources, même architecturales, sur le haut Moyen-Âge. Les châteaux étaient en bois.
Donc pour la conservation, ça pose un délicat problème. Par contre, des châteaux du XIIe, du XIIIe, du XIVe, et même après, a fortiori, on en a quelques-uns. Donc voilà, à un moment donné, les équipes de cinéma font ce qu'elles peuvent. Il y a une habitude qui est prise depuis 1895 à filmer le bas Moyen-Âge. Et donc, en fait, les réalisateurs, aujourd'hui, s'inscrivent dans cette tendance, parce que c'est plus simple, parce que le public est habitué. Je ne suis pas sûr qu'un film sur les Mérovingiens, même à un public de médiévistes convaincus, soit, fan immédiatement, sans un travail un petit peu préalable de cette reconstitution. Alors, je peux peut-être donner une autre explication ou ajouter une autre explication. En tout cas, pour ce qui me concerne, pourquoi cette période m'a intéressé, c'est que justement, les époques de transition sont plus intéressantes souvent que les autres. Quand on est un peu entre chien et loup, entre deux mondes, ou quand on est à la fin de quelque chose. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais lu le fameux livre de Huizinga qui s'appelle « L'automne du Moyen-Âge », parce qu'on est effectivement à la fin d'un monde. Et que, évidemment, en termes de sentiment de l'époque, en termes d'incarnation, il y a quelque chose d'assez fort, peut-être plus fort que, je ne sais pas, je m'avance un peu, qu'effectivement que l'époque mérovingienne de ce point de vue-là. En tout cas, moi, c'est ce qui m'avait intéressé dans cette époque-là. C'est ce moment où on bascule d'un monde à l'autre. On ne sait pas très bien dans quoi on est, justement, dans quelle époque on est. C'est, moi, une chose qui m'avait interrogé beaucoup, c'est jusqu'à quel point, question qu'on peut toujours se poser, que nous-mêmes nous pouvons nous poser, c'est est-ce qu'on sait vraiment dans quelle époque on est ? Et est-ce qu'un moine de la fin du Moyen-Âge qui apprend que l'imprimerie arrive, et donc ça va aussi faire basculer justement tout un monde historiquement, culturellement, est-ce qu'on peut avoir une conscience de là où on est dans l'histoire, d'une certaine façon ? Oui, on imagine. Il se disait pas, on est à la fin du Moyen-Âge, forcément. Sans doute pas. Et justement, en fait, là, on a l'idée, on a fait les recherches. Au moment, donc là, vous avez fait l'écriture. Au moment de la réalisation, est-ce qu'il y a des choix que vous avez dû faire, peut-être même finalement des renoncements ? Oui, il y a eu des renoncements, comme il y a toujours des renoncements quand on tourne et quand on fait un film et quand on monte. Godard disait que le cinéma, c'était l'art du renoncement, et particulièrement pour les films historiques. Il y a eu des choix sur les questions de décor, de costumes, où j'ai dû parfois un peu rabattre mes ambitions. Il y a des questions de production, mais aussi des questions de choix artistiques. J'avais écrit aussi, par exemple, une scène dans le scénario où le moine entrait à Mayence dans l'atelier d'imprimeur, donc chez Gutenberg, de nuit, et il découvrait l'imprimerie, et il tournait autour, et il découvrait cette espèce d'objet bizarre, et il avait une sorte de confrontation comme ça avec son double mécanique qui était l'imprimerie. On l'a pas tourné, alors pas seulement pour des questions de production et de budget, c'est une des raisons bien sûr, mais finalement c'est pas plus mal parce que je trouvais que c'était pas si intéressant que ça, enfin que c'était pas ça vraiment le cœur du film. Voilà, donc ça a été un renoncement, mais qui correspondait aussi, je pense quand même à l'essence du film d'une certaine façon. Et donc, au début du film, on est dans un lieu de vie de moine. Vous avez tourné où, du coup, cet endroit ? Alors, on a tourné donc c'est en Vendée. Il y a une petite communauté qui vit encore dans ce monastère, qui est aux Herbiers. C'est ça qui m'a plu, d'ailleurs, parce que j'ai visité beaucoup de monastères et de cloîtres, et en particulier j'avais envie de filmer le cloître, qui est un objet architectural qui m'a toujours fasciné et qui me fascine encore. Et donc j'en ai visité pas mal, j'en ai visité des beaucoup plus clinquants, beaucoup plus beaux, beaucoup plus forts, mais celui-là, il était un peu abîmé, mais on sentait qu'il était encore un peu habité, justement, qu'il y avait quelque chose de vivant. Donc il y avait une petite communauté de moines qui nous a accompagnés. Il y avait les vrais moines et les faux moines pendant le tournage. C'était que des faux moines ? Je me suis demandé, dans le film, on ne voit pas du tout de vrais moines ? Sauf la main, dans le premier plan, la main qui trace les lignes, c'est la main d'un vrai moine calligraphe, qui était le moine calligraphe de cette petite communauté, à qui j'ai demandé effectivement de faire les lignes, puisqu'apparemment il faisait ça bien. Les autres étaient des acteurs. Donc on a tourné là, avec ce sentiment qu'effectivement le lieu était encore un petit peu habité. Oui. Mais justement, quand on pense Moyen-Âge, donc représenté au Moyen-Âge,
On l'a dit, il y a certains thèmes récurrents et spectaculaires comme la guerre, les châteaux, comme on l'a vu notamment dans les premiers films. Donc, Johan Schanor, vous avez soutenu donc une thèse en 2020 qui était consacrée à cette représentation des châteaux. Et alors, je ne vais pas vous demander de résumer votre thèse en quelques minutes parce que ce serait difficile, mais pour avoir un petit aperçu, j'ai cru comprendre que déjà, il n'y a pas une représentation uniforme des châteaux, il y a même une petite typologie, c'est ça ? Tout à fait. Alors, vous imaginez 450 films sur le Moyen-Âge, si on prend la définition conventionnelle du Moyen-Âge, ça représente quelques siècles. Moi, je m'intéresse à partir, Fanny l'a dit, sur la venue de Guillaume le Bâtard qui devient Guillaume le Conquérant, donc un Sting, 1066, et puis après le Concordat de Worms, 1521, et donc je me suis intéressé aux films présentant des châteaux. Donc ça élimine déjà à peu près un tiers de la filmographie qui existe sur le sujet. Je me suis limité à la filmographie occidentale, parce qu'au départ, je travaillais sur le Japon et sur l'Asie, la Chine, etc., qui ont eu aussi un Moyen-Âge. Mais donc là, ça posait des problèmes de source, parce qu'il faut lire le chinois, le coréen, le japonais, etc. Donc à un moment donné, ça dépasse un peu les capacités d'un seul homme. Surtout pour une thèse, il y a déjà pas mal de travail, quoi. Tout à fait. Donc je me suis arrêté à peu près à 450. Et donc oui, en fait, il y a une typologie qui est très simple. Il y a d'abord le château fictif, le château qui n'existe pas, et qu'on va construire sur un plateau. Le plus bel exemple, c'est le Robin des Bois de 1922, Robin des Bois avec Douglas Fairbanks. Le château est reconstitué presque grandeur nature à Santa Monica, enfin du moins à Los Angeles, etc. Il y a encore des photos qui traînent sur Internet, vous allez voir, c'est spectaculaire. Voilà, donc c'est un château qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui a été détruit après, je crois qu'il y a eu un incendie, qui a coûté des milliers de dollars de l'époque, donc aussi fort que l'or, donc c'est pas le dollar d'aujourd'hui, c'est un dollar vraiment très très, ça veut dire qu'il y a une valeur marchande et d'échange assez forte. Ensuite, vous avez le château, on va dire puzzle, c'est-à-dire que vous avez plein de châteaux, mais vous en prenez des petits bouts façon puzzle, comme les tontons flingueurs. Le plus bel exemple, c'est le dernier duel, Ridley Scott 2021. Vous avez le château de Fénelon, le château de Bénac, etc. Et puis ils forment un château qui n'existe pas, qui est le château du chevalier qui donc va livrer le dernier duel en couronne de France. Après, vous avez le château nomade, c'est-à-dire un château en fait, qui se transporte aux fonctions de la diégèse. Alors moi, le plus bel exemple, parce que c'est une série qui n'est jamais devenue une série, et donc le pilote, il l'a transformé en film, c'est Wolf's Head, c'est un Robin des Bois de 1969, d'une firme britannique de cinéma qui a ma tendresse particulière, parce que j'ai grandi avec elle, c'est la Hammer, etc. Et donc elle fait un Robin des Bois, elle en a fait plusieurs, Elle fait un Robin des Bois, c'est le début où les feuilletons commencent à bien marcher, et donc Robin des Bois n'est plus dans le Nottinghamshire, il est dans le Yorkshire, pourquoi pas, après tout, et on prend un château du Pays de Galles, Pernin Castle, qui a été reconstruit en 1820. Donc, vous voyez là, on est vraiment dans le château nomade total. Et puis après, vous avez le château plastique, c'est-à-dire, on prend un château pour un autre. Parce que, pour des raisons diverses, je prendrai un film que j'aime beaucoup, c'est un film avec Jean Marais, 61, Le Miracle des Loups. Il y a deux exemples. Il y a le château de Mailly du duc de Bourgogne qui n'existe plus. Donc on prend le château de Pierrefonds qui a été refait, vous savez, par le duc qui n'a rien de médiéval. C'est le Disneyland du Moyen-Âge, le château de Pierrefonds. Tout à fait. Et sinon, vous avez un exemple plus récent. Alors moi, c'est une série que je n'aime pas. Le film, je ne l'ai pas vu. Mais quand il y a un château, je m'y intéresse un peu. C'est dans Kaamelott, le film. Là, je parle, parce que la série, je ne l'ai jamais regardée réellement. Vous avez le château de Kaamelott, etc. Le château de Carmélide, qui est en fait le château de Murol, etc. Donc là, on est bien dans un château en fait plastique où on travestit quoi. On travestit, etc. Voilà. Après, vous avez différents types de châteaux. Vous avez des châteaux littoraux, vous avez des châteaux qui se limitent à une tour, ce qu'on appelle aujourd'hui un donjon. Vous avez des châteaux beaucoup plus monumentaux. Vous avez parfois des châteaux qui, comme dans le Robin des Bois de Kevin Reynolds avec Kevin Costner, où c'est pas un château en fait, c'est la cité de Carcassonne, mais qui sert de château. Alors là, c'est spectaculaire tout de suite évidemment, mais c'est pas un vrai château. Vous avez également plus récemment, après j'arrête là, Kingdom of Heaven de Ridley Scott toujours, qui fait reconstituer une partie de la cité fortifiée de Jérusalem au Maroc, dans les studios de l'Atlas, etc. Vous pouvez toujours aller voir, ils y sont encore. Il y a même un trébuchet, d'ailleurs, qui est resté, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a plein de péplums, d'ailleurs, qui se sont tournés dans ce vraie fausse forteresse, cité fortifiée médiévale, etc. Donc voilà, en fait, vous avez à peu près de tout. Les châteaux les plus réussis, si vraiment vous aimez le Moyen-Âge, si vous aimez le cinéma sur les Moyen-Âge, il faut taper dans la filmographie des pays de l'Est à l'époque du communisme. Vous savez, par exemple, parce que là, sincèrement, c'est les meilleurs films sur le Moyen-Âge. Vous avez par exemple Les Chevaliers Teutoniques. Là, c'est remarquable, au détail près. Enfin, moi, j'ai regardé ce film 25 fois, au moins à peu près. Ils sont trouvables, Ah oui, il est sorti chez Criterion, qui est le plus grand éditeur de DVD. Ou dans les films de la Gorgone, le producteur est un ami, donc je fais un peu de publicité pour lui. Donc là, sincèrement, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un vrai film sur le Moyen-Âge, avec un travail de recherche absolument, même dans les verres, dans les banquets, c'est
des vers qui ont été retrouvés dans un château en Alsace. Comment un réalisateur polonais, au temps de la guerre froide, avec un mur, a pu connaître la revue confidentielle alsacienne où on montrait la photographie du verre, je n'ai jamais eu la réponse. Si vous voulez vraiment avoir un très beau film avec un très beau château sur le Moyen-Âge, Les Chevaliers, Teutonique, Alexander Ford, vous verrez, c'est d'une grande beauté. Eh ben, parmi les autres films références quand on pense cinéma et Moyen-Âge, alors je ne pouvais pas ne pas l'évoquer, parce que sinon, je sais pas, j'aurais une damnation sur ma famille pendant 4 générations, j'imagine. C'est Le nom de la rose, donc sorti en 1986, sur lequel donc avait travaillé notamment l'historien Jacques Le Goff. Alors là, on n'a pas un château, mais on a une énorme abbaye effrayante et monumentale. Donc là, on est bien loin du petit monastère chaleureux qu'on avait dans Dernières Nouvelles du Monde. Est-ce que là, en fait, c'est pas une sorte de château imprenable qu'on a devant nous dans ce film ? Alors, il y a un donjon. La bibliothèque est dans un donjon, etc. Alors, château imprenable, non, parce qu'en fait, il est très rapidement pris par les paysans, d'ailleurs, qui n'ont pas aucun matériel polyurcétique, etc. Ils le prennent très facilement. Je ne sais pas, vous avez vu le film. Alors, pour enterrer ce film, parce que c'est un très mauvais film sur le Moyen-Âge. Voilà. C'est un très bon film, mais c'est un très mauvais film sur le Moyen-Âge. Je vous renvoie au cochon. Ils n'ont pas la bonne couleur. On en fait un film. Hein. Alors, comme a dit Fanny, il s'est entouré de Jacques Le Goff, mais Jacques Le Goff n'était pas tout seul. Hein. Il y avait Jean-Claude Schmitt, il y avait Daniel Alexandre Bidon, il y avait Françoise Piponnier, qui était la grande spécialiste de la culture matérielle au Moyen-Âge. Il s'est entouré de la meilleure équipe de médiévistes de l'EHESS à l'époque. Mais à un moment donné, en fait, il décide de ne pas suivre les conseils. C'était le réalisateur Jean-Jacques Hano, c'est ça ? Jean-Jacques Hano. Et la plus belle scène du film, c'est la scène où le jeune moine novice, Azzo, prie devant une statue de la Vierge, qui est une statue de la Renaissance. Jacques Le Goff le dit à Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano lui dit « Tiens, vous êtes un vieux con ». Il se fâche. Jacques Le Goff dit « Ok, c'est comme ça, donc je veux que mon nom soit retiré du générique. Si vous regardez le film, vous remarquerez qu'il n'est pas retiré du générique. » Et puis, il lui assène le coup de grâce. Personne ne verra la différence. À l'époque, comme c'est les capitaux américains, les Américains font toujours des projections test. Et donc, on fait une projection test, je crois, à Marseille. Ça, je peux me tromper, hein. Peu importe. Et donc, le film est diffusé. Donc, les gens applaudissent, parce que c'est un beau film. Hein. Sean Connery joue un rôle remarquable, etc. Et puis, il y a un monsieur, on va dire très vieille France, qui se lève et qui dit à Jean-Jacques Hano, votre film est très, très, très beau, mais il y a un problème. Hein. C'est la statue. Donc, ce que je disais tout à l'heure avec François, c'est qu'il y a très très peu d'occasions pour on va dire un historien du cinéma comme moi, spécialiste au Moyen-Âge, pour conseiller un réalisateur, parce que ce sont deux mondes en fait qui n'ont pas du tout les mêmes ambitions. Le seul intérêt de cette expérience, ça a été les questions, parce qu'on a conservé toutes les archives à l'EHESS, donc on a les lettres et les réponses, les questions que pose Jean-Jacques Hano. Une bonne ambiance, ça devait être. Hein. Et c'est des questions que Jacques Le Goff l'a reconnu, qu'on ne se pose pas. C'est-à-dire, à un moment donné, Jean-Jacques Hano demande, est-ce que lorsque il y a un visiteur dans le monastère, c'est une des premières scènes du film, le moine supérieur toque à la porte ou ne toque pas? On ne peut pas le savoir, parce qu'on n'a pas de source dessus. L'historien du Moyen-Âge travaille sur des sources. Si les sources ne le disent pas, ce n'est qu'une hypothèse. Oui, par exemple, est-ce que les moines avaient des sous-vêtements? Est-ce qu'ils se refaisaient leur tonsure tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Comment éclaire-t-on un monastère, un réfectoire? Alors, moi, je suis rémois, c'est très intéressant. Donc, en fait, Jacques Le Goff répond, écoutez, vous allez au monastère, vous allez à la basilique Saint-Rémy, c'est elle qui préparait le sacre des rois de Reims au Moyen-Âge, et vous avez un cercle de lumière. Eh bien, si vous regardez le film, c'est un cercle de lumière qui est inspiré de cette basilique. Donc, bon, il a respecté certaines choses quand même. Certaines choses, voilà. Mais alors, j'ai l'impression aussi que le film, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, mais j'ai l'impression que le film aussi véhicule quand même une image du Moyen-Âge, de ce fameux Moyen-Âge un peu obscur. Et voilà, alors c'est un parfait décor de thriller, c'est sûr, mais voilà ce qu'est le film d'ailleurs. Hein, mais d'une certaine façon, on pourrait se dire que ça pourrait se passer presque à une autre époque ou à un autre moment. Mais en tout cas, l'image du Moyen-Âge qui est véhiculée me semble un petit peu éculée ou un petit peu cliché, non ? Exactement. Voilà, c'est la scène avec les paysans. Les paysans se nourrissent soit de poux, soit des détritus de l'abbaye, alors qu'on est supposé être en Italie du Nord, une des régions les plus riches de l'Occident médiéval à l'époque de la diégèse. Donc là, on est vraiment dans la fantasmagorie, et c'est ce que disait François, hein, c'est ce Moyen-Âge repoussoir qui existe depuis le 19e siècle. Si vous écoutez CNews, tous les jours aux presses, on vous parle du Moyen-Âge, c'est médiéval, c'est moyenâgeux, etc. C'est le Moyen-Âge qui fait peur, qui fait frémir, c'est le retour en arrière. Ce film n'en sort pas, en fait. Et le problème, c'est qu'il a eu un très grand succès public et qu'il a enraciné ces topoi, ces stéréotypes, ces lieux communs dans l'imaginaire. Et qu'aujourd'hui,
on n'arrive pas, nous, à s'en défaire. Bon, on a rhabillé Jean-Jacques Hano pour l'hiver. Mais alors, est-ce qu'on peut quand même... Et on l'a bien vu fait, dans le film aussi de François, c'est est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a eu des évolutions, notamment dans le cinéma français, sur la représentation du Moyen-Âge? Un peu, rassurez-moi un petit peu. Alors, si je prends Kaamelott, qui est un dernier film français sur le Moyen-Âge, je vais vous dire non. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Je dirais oui et non. Aujourd'hui, on a des millions de livres sur le Moyen-Âge, on a des centaines et des centaines d'heures, voire des milliers d'heures de podcasts, on a plein de documentaires. Donc les sources ne manquent plus. Pourtant, Les sources accessibles. Les sources accessibles ne manquent plus. Est-ce que ça s'est amélioré? Oui et non. Parce qu'en fait, le problème des studios, c'est toujours « Ah oui, mais le public, là, n'est pas prêt. Le public veut autre chose. » Je vais vous prendre un exemple très simple. On parlait tout à l'heure avec François, Perceval le Gallois d'Éric Rohmer. C'est pas un film sur le Moyen-Âge, c'est un film sur la manière dont les hommes et les femmes du Moyen-Âge voient le Moyen-Âge. C'est pas la même chose. Je crois que c'est, de mémoire, je peux me tromper, 45 000, 65 000 entrées. À la même époque, les Monty Pythons, Sacré Graal, 4 millions d'entrées. Tout est dit. Tout est dit. À chaque fois que vous avez un film qui propose une autre image du Moyen-Âge, je ne dirais pas plus réaliste, mais plus travaillé, avec vraiment un vrai travail sur les sources, etc., ce sont des échecs commerciaux. Vous avez Lancelot du Lac, de Bresson, qui est un très beau film aussi. C'est un vrai film sur le Moyen-Âge. Ça a été un flop monstrueux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas aller à l'encontre des attentes, peut-être pas, mais des habitudes du public. Et pourtant, des lapins agressifs, ça existait vraiment au Moyen-Âge. On a vu dans l'enluminure tout à l'heure. Et justement, François, ce thème en fait, de la responsabilité des réalisateurs sur la vision du Moyen-Âge qui est transmise dans les films, est-ce que tu avais ça en tête en faisant le film aussi? Je ne l'avais pas aussi consciemment, mais je trouve que c'est effectivement une belle question à se poser. Je le dirais un petit peu autrement, c'est-à-dire c'est la responsabilité dans la représentation du Moyen-Âge, mais c'est aussi la responsabilité tout simplement de quel type de cinéma on fait, qu'est-ce qu'on veut faire dire à ce Moyen-Âge ou non, comment on le fait parler, comment on le regarde. Et je dirais aussi peut-être un peu plus, façon peut-être un petit peu plus recherchée, que comment aussi le Moyen-Âge nous regarde. Enfin, moi, je pense qu'il y avait un petit peu cette question, moi, qui me travaillait. Tu te sentais regardé par le Moyen-Âge? Oui, ça peut paraître un peu étrange, mais... C'est mon quotidien, je comprends totalement. Je veux dire par là que, quand je parlais de cette affaire de révolution numérique, etc., j'essayais de trouver dans cette époque-là, d'abord, pour moi, cette époque n'est pas un décor, c'est-à-dire que c'est plutôt une matière. Je pense il y a Serge Danet, le critique de cinéma, qui parlait beaucoup du Moyen-Âge à la fin de sa vie, curieusement, en particulier à propos de Bresson, parce que je crois que c'était le moment où sortait le film de Bresson, Lancelot. Et il disait que le Moyen-Âge, c'était de l'espace et du temps. Voilà, c'était une matière. Et c'est vrai que pour moi, je l'ai vu comme ça. D'abord, je pense que je me suis projeté dans cette époque-là. C'est moins pour les costumes ou les hallebardiers ou je ne sais quoi, que parce qu'il y a de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'on fait un chemin, on rencontre quelqu'un. La rencontre, c'est quelque chose parce qu'on ne rencontre pas tant de gens que ça. Il y a une certaine forme de temporalité. Il y a un rapport à l'espace, au paysage, à la nature. Et toutes ces choses-là sont des choses de cinéma, sont de la matière cinématographique. Et c'est d'abord ça que je vois, avant une imagerie, ce qu'on a effectivement un peu dans le nom de la rose, où on est dans une imagerie médiévale, je dirais. C'est vrai que ça compte, et en cela, on a peut-être une forme de responsabilité et de ne pas reconduire effectivement toujours aussi la même imagerie, en effet, d'un Moyen-Âge un peu obscur, etc., avec les paysans, je sais pas quoi, enfin bon. Mais qu'il y a autre chose qui s'est joué là-dedans. Donc ça, c'est effectivement, pour moi, ça c'était important. Bon, c'est aussi pour ça que le dernier plan, on voit un poteau télégraphique. Alors de temps en temps, on me demande pourquoi le poteau télégraphique. On revient à la maison d'une certaine façon, mais c'est aussi une façon de tisser un lien avec ce temps-là et avec cette époque-là. C'est la communication, moi j'ai vu ça comme ça. Alors, il y a plein de films. Alors, c'est vrai que je me rends compte que les gens qui nous écoutent en podcast, on n'aura même pas résumé le film, mais on faudra aller le voir. Je pense qu'il faudrait voir, est-ce qu'on peut le mettre en ligne un jour? Ce serait peut-être accessible. Oui, on va pouvoir le mettre en ligne, ça devrait être possible. Oui. Alors, il y a plein de sujets dans le film qui peuvent être intéressants, mais alors j'ai même un lien avec le nom de la rose. En fait, c'est que dans les deux films, on voit finalement des moines qui voyagent. Et ça, c'est un point intéressant aussi qu'on peut montrer, c'est qu'on a l'impression qu'au Moyen-Âge, personne ne voyage. Or là, on voit bien qu'on a plein de personnages qui voyagent dans le film. Bien sûr, mais je crois qu'il y a d'ailleurs un historien, je ne sais plus, je
Je ne sais plus qui avait dit que c'était l'époque où on voyageait le plus, où on se déplaçait le plus, et surtout pour lequel le déplacement était vraiment quelque chose. Enfin, c'était de même si vous voulez, un livre était quelque chose, de même un déplacement était quelque chose. Enfin, je trouve ça très, très fascinant. C'est-à-dire que voyager, ça avait de ce point de vue-là, ça avait du sens, oui, c'était quelque chose. Je sais que là, dans un épisode qui sortira bientôt de Passion médiéviste, on a parlé des rouleaux mortuaires. Et en fait, comme les rouleaux mortuaires étaient des objets qui voyageaient pour être commémorés, partout dans tous les monastères. Alors justement, est-ce que le Moyen-Âge t'inspire encore maintenant pour des futurs films? Est-ce que tu aimerais encore réaliser des films qui parlent du Moyen-Âge? Parce que tu fais beaucoup, j'ai vu récemment plutôt 19e, 20e, mais le Moyen-Âge... Oui, ça s'est présenté comme ça. Moi, à un moment, je m'étais même dit que je ne ferais que des films au Moyen-Âge, qui se passeraient au Moyen-Âge, et avant de connaître Passion médiéviste. De même que je m'étais dit à un moment que j'allais faire la suite de ce film-là et qu'on verrait le moine dans sa vie d'après. Mais non, en tout cas, c'est pour les raisons que j'ai dit, c'est une époque qui m'inspire beaucoup, mais je dirais encore une fois, presque comme un matériau. Je sais pas comment dire, un peintre, il peut peindre avec du pastel ou avec de l'huile, et on peut faire du cinéma avec du Moyen-Âge ou avec de la période contemporaine, d'une certaine façon, il y a quelque chose comme ça. Et il y a pas en particulier un personnage en ce moment autour duquel je tourne pas mal, c'est... Jeanne d'Arc. Non, c'est François d'Assise. Il y a un épisode en particulier de la vie de François d'Assise qui m'intéresse beaucoup. Par ailleurs, François d'Assise a une longue histoire cinématographique. Comme on sait, effectivement, c'est un personnage de cinéma. Et c'est pas totalement impossible, effectivement, que j'y retourne et que je remette une robe de bure à un personnage bientôt. Voilà. Et Johan Chanoir, pour finir, si on vous confiait l'écriture, en tout cas le choix d'un sujet d'un film sur le Moyen-Âge, qu'est-ce que vous aimeriez voir représenté ? Ça serait très certainement le prochain film de François sur François d'Assise. Parce que c'est vrai que c'est un personnage de cinéma qui traverse toute l'histoire du cinéma. Ah non, alors c'est une question très compliquée. C'est vraiment la question, on vous donne 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, hop, allez. Je m'enfuis dans une île où il n'y a pas d'extradition. Et puis je laisse à Netflix le soin de faire ce film. Non, plus sérieusement, je ne ferai pas un film sur la guerre, je ne ferai pas un film sur la noblesse. Je n'aurai pas l'impudence de faire un film sur la paysannerie, parce qu'on a très peu de sources sur les paysans, hormis des sources matérielles. Et donc je plaquerai ce que je crois savoir, la vie des paysans au Moyen-Âge. Je pense que, étant petit-fils de paysan, il mérite mieux que mon regard, qui serait subjectif et pas vrai. Non, je travaillerai sur un pestiféré. Parce que ça pose beaucoup de questions. Et là, je fais une allusion parce que François a eu une très belle remarque. Quand on parle du Moyen-Âge, ce n'est pas un contexte, c'est un prétexte. Et parler des pestiférés au Moyen-Âge, ça nous permettrait de parler aussi de ce qui nous est arrivé il y a quelques années, dont on n'est pas encore remis. Je vois même pas de quoi tu parles, pas du tout, alors là... Et qui pose de vraies questions, parce qu'on est allé très loin. Alors oui, un pestiféré déjà pour voir sa vie d'avant, sa vie transformée par la peste. Bon, le destin est assez court, le casting sera vite rempli. Mais voir aussi comment la société, collectivement, gère un pestiféré. Donc la mort sociale, ni plus ni moins. Il y en avait dans Kingdom of Heaven, je crois, des pestiférés. Oui, il y avait le roi Baudouin, effectivement. Mais bon, il n'a pas une très grande place de l'économie narrative. Mais voilà, moi je travaillerais sur un pestiféré, sur la grande peste, on est à 1348, etc. Et voir un peu comment la société gère les pestiférés. Et là, on s'apercevrait que, contrairement à certaines chaînes d'information en continu, que le Moyen-Âge n'est pas si amoderne que cela. Je pense que c'est une très bonne façon de se finir cet épisode. Donc, merci beaucoup à mes invités François Prodromides et Johan Chanoir. Donc, auditeurs, auditrices, si le sujet vous a intéressé et que vous voulez en savoir plus, alors rendez-vous sur mon site passionmédiéviste.fr. Vous pouvez écouter les hors-séries 5 sur le cas particulier de la série Kaamelott, qu'on avait discuté avec la passionnante chercheuse Justine Breton. Et vous avez aussi le hors-série 11 sur les séries au Moyen-Âge avec l'historien Laurent Bissière. Merci énormément au Festival du film court d'Angoulême, Festival international de film court d'Angoulême, pour cette invitation pour l'édition 2025 du festival. Je tiens à remercier énormément, bien sûr, Morgane Di Domenico pour l'organisation et l'invitation. Et merci encore au public. Et je vous dis à bientôt pour un prochain hors-série, un prochain épisode de Passion médiéviste.